La guerre au Moyen-Orient s'étend à une vitesse incroyable. Dans la soirée du 29 juillet, un drone a frappé 2 navires déjà dans le port égyptien de Damiette, sur la mer Méditerranée, non loin du canal de Suez. Pour la première fois depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, une frappe a touché une cible en Égypte. L'importance de cet incident réside dans le fait qu'il s'est produit le même jour où l'Arabie Saoudite a rejoint publiquement pour la première fois les frappes militaires aux côtés de Washington. Et le vice-président américain J.D. Vance a rencontré le ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite qui a demandé d'éviter toute escalade supplémentaire. Mais il semble que l'escalade soit déjà hors de contrôle. Les États-Unis d'Amérique ont repris leur frappe contre l'Iran dans la nuit du 30 juillet. En somme, dans cette édition, nous allons analyser ce qui s'est passé. Près du canal de Suez, comment en général la géographie du conflit au Moyen-Orient s'élargit actuellement et quels scénarios futurs sont discutés par les analystes. Et je le dis tout de suite, les prévisions ne sont pas du tout optimistes. Je m'appelle Alexei Pecci. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Cela ne vous prendra littéralement qu'une seconde. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés. Je vous serai donc reconnaissant pour chaque abonnement. Nous continuons. Alors commençons par l'incident survenu près du canal de Suez. Selon la société britannique de sécurité maritime Embraer, un drone a frappé un navire de stockage de gaz appartenant à une entreprise américaine dans le port de Damiette. Il s'agit d'un terminal de gaz naturel liquéfié sur la Méditerranée, près de l'endroit où le canal relie la Méditerranée à la mer Rouge. Selon la société de renseignement commercial Clair, 2 navires ont été endommagés. L'unité flottante de stockage et de régazéification Energos Winter et le méthanier Gazlock Salem. Le drone a frappé précisément l'Energos Winter, après quoi le feu s'est propagé au 2e navire. L'incendie a été rapidement maîtrisé, il n'y a pas eu de victimes. C'est ce qu'a rapporté le ministère du pétrole égyptien. Néanmoins, c'est déjà une tentative réelle d'élargir la guerre et d'essayer de bloquer totalement toute la région. Il convient de s'arrêter ici et d'expliquer un peu. En bref, l'essentiel est que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire la sortie du golfe Persique. Les Houthis yéménites bloquent le détroit de Bab el-Mandeb, c'est-à-dire l'une des sorties de la mer Rouge. Et aussitôt, quelqu'un attaque des pétroliers dans le canal de Suez, c'est-à-dire à la 2e sortie de cette même mer Rouge. Si l'on met tout cela ensemble, c'est une tentative de détruire complètement toute possibilité d'exportation depuis l'Arabie Saoudite. Je vais expliquer encore plus simplement. Si nous regardons l'Arabie Saoudite, elle a en fait 3 moyens d'exporter son pétrole. D'un côté, nous avons le golfe Persique. Les pétroliers sortent par le détroit d'Ormuz, puis accèdent à l'océan, allant où ils veulent. La deuxième voie, c'est à travers tout le pays. Un oléoduc de 1200 km traverse l'Arabie Saoudite d'est en ouest jusqu'au port de Yanbu. Ce port de Yanbu se trouve sur la mer Rouge. Et depuis la mer Rouge, l'Arabie Saoudite dispose de 2 routes pour accéder au marché mondial, soit par le canal de Suez, soit par le détroit de Bab el-Mandeb. Vers le nord, c'est la mer Méditerranée, vers le sud, c'est l'océan. Et maintenant, on a la situation suivante. Lorsque l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, ce côté est fermé. Les Houthis bloquent le détroit de Bab el-Mandeb, il ne reste que le canal de Suez comme sortie, où il se passe aussi quelque chose. Pourquoi dis-je que quelqu'un a attaqué des pétroliers dans le canal de Suez ? Il est important de préciser clairement ce qui a été établi ici, et ce qui ne l'a pas été. La déclaration officielle du gouvernement égyptien confirme qu'un incendie s'est déclaré sur 2 navires à la suite d'une attaque de drone. Mais personne n'a revendiqué la responsabilité de l'incident, et à l'heure où nous enregistrons cette émission, on ignore encore qui est précisément derrière cette attaque. Reuters qualifie cela de nouveau front potentiel dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran, mais souligne qu'il s'agit de l'évaluation du média et non d'un fait établi concernant l'auteur de l'attaque. Donc, étant donné que les milices irakiennes et les Houthis du Yémen sont déjà entrés en guerre, il devient de plus en plus difficile de comprendre qui attaque quoi. L'importance de la frappe tient à sa géographie. Le canal de Suez reste une fois de plus la dernière route relativement sûre pour l'exportation du pétrole saoudien. Après que le détroit d'Ormuz est devenu une zone de conflit et que les Houthis yéménites ont annoncé la semaine dernière un blocus maritime de l'Arabie Saoudite, mettant également en danger l'itinéraire alternatif par le détroit de Bab el-Mandeb.
Si le canal de Suez venait également à être menacé, Riyad n'aurait pratiquement plus de voie sûre pour l'exportation maritime de pétrole. C'est précisément ce que l'Iran semble chercher actuellement. Passons maintenant à une vue d'ensemble de la journée, car la frappe à Damiette, en Égypte, n'est qu'un des nombreux épisodes de l'élargissement du conflit au Moyen-Orient. Le 29 juillet, l'Arabie saoudite a rejoint publiquement pour la première fois les frappes militaires aux côtés des États-Unis d'Amérique. Selon le New York Times, l'opération conjointe américano-saoudienne a visé les forces de la mobilisation populaire irakienne, principalement des groupes chiites soutenus par l'Iran. Washington et Riyad ont affirmé que les frappes répondaient aux attaques de drones contre des sites pétroliers saoudiens depuis l'Irak. Selon un responsable américain cité par le New York Times, environ 20 conseillers militaires et techniques iraniens, j'insiste, iraniens et non irakiens, ont été éliminés. Les forces de mobilisation populaire irakiennes ont confirmé les frappes contre leur base et ont annoncé la mort d'au moins 20 combattants et 32 blessés. Le Premier ministre irakien, Ali Azaidi, a qualifié l'opération conjointe américano-saoudienne d'agression inacceptable. Dans une interview accordée à Fox News, Trump a déclaré que les frappes avaient été coordonnées avec le gouvernement irakien. Ce sont deux positions qui, comme vous pouvez le voir, se contredisent directement, et il est impossible de déterminer clairement si l'opération a été coordonnée ou non. Je souligne que cela pourrait être un jeu orchestré par l'Irak, pour le public. Étant donné que le nouveau Premier ministre de l'Irak, Ali Azaidi, était soutenu par Donald Trump lui-même, et récemment il l'a reçu à la Maison-Blanche, c'est pourquoi je prendrai la déclaration d'Ali Azaidi avec scepticisme. Dans la nuit du 30 juillet, les États-Unis ont simultanément repris une série de leurs propres frappes aériennes directement contre l'Iran. Les forces armées des États-Unis d'Amérique ont lancé une nouvelle série de frappes aériennes. Et son commandement central a déclaré, je cite, « Les forces du commandement central de l'armée américaine ont frappé des dizaines de sites du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, dont des centres de commandement et des installations de missiles et de drones, des postes d'observation et de défense côtiers, ainsi que des installations navales. » Et l'une des frappes a visé la ville de Parinchar, dans la province iranienne d'Azerbaïdjan occidental. Selon les informations, le missile a frappé une zone non résidentielle et aucune victime n'a été signalée. Et le motif de la reprise des frappes a été l'attaque du corps des gardiens de la révolution islamique avec des missiles balistiques contre une base militaire américaine en Jordanie dans la nuit de mardi à mercredi. Le commandement central a déclaré que tous les missiles avaient été interceptés et Trump, je le rappelle, avait menacé, je cite, de foutre en l'air toute la merde d'Iran. La réaction de l'Iran a été symétrique dans sa forme. Téhéran a annoncé une attaque contre 3 pétroliers qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz par une route non autorisée, selon leurs propres termes. Dans le même temps, selon les données de suivi des navires, un méthanier contrôlé par la société qatari Qatar Energy a traversé le détroit pour la première fois depuis le 11 juillet, cette même nuit. Et ensuite, l'agence semi-officielle iranienne Fars a rapporté que Téhéran aurait donné l'autorisation pour ce passage, ce qui indique que l'Iran maintient un contrôle sélectif, et non total, sur le détroit. La voie diplomatique ne s'est pas arrêtée pendant cette période, bien qu'elle n'ait donné aucun résultat. Selon des sources de Reuters, Oman a présenté à l'Iran un plan de gestion du détroit d'Ormuz soutenu par les pays du Golfe Persique, qui prévoit la collecte de paiements volontaires pour l'utilisation du détroit. Mais l'Iran a rejeté cette proposition mercredi, après quoi il a lancé des missiles sur la Jordanie. La position de l'Arabie saoudite elle-même mérite une attention particulière, car elle essaie, vous savez, de trouver un équilibre entre la démonstration de force et l'évitement d'une guerre à grande échelle. En fait, en ce moment, Riyad montre à Téhéran qu'il est capable de frapper son réseau de forces supplétives régionales, sans attaquer le territoire iranien lui-même, mais dans le but d'établir une dissuasion, tout en maintenant un espace pour un règlement diplomatique. Et voici ce qu'a déclaré le représentant du ministère de la Défense de l'Arabie saoudite. Le royaume affirme son engagement en faveur d'un règlement pacifique et l'absence d'intention d'aggraver les tensions, mais il est prêt à riposter en cas de toute agression.
C'est pourquoi l'épisode qui s'est produit pratiquement en même temps que les frappes en Irak est révélateur. Après les frappes conjointes, le ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite a rencontré mercredi à Washington le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, pour convaincre l'administration de Donald Trump de ne pas aller vers une escalade supplémentaire du conflit. Cela indique clairement une contradiction interne dans la position de Riyad. Parce que d'un côté, le royaume affiche une détermination militaire, par des frappes contre les forces pro-iraniennes en Irak, par des frappes contre les Houthis au Yémen, mais en même temps, au niveau diplomatique, l'Arabie Saoudite demande à Washington de ne pas étendre davantage cette guerre. La dimension économique du conflit s'est également nettement aggravée récemment. En d'autres termes, la guerre s'intensifie et cela impacte aussi le marché mondial. Jeudi, les prix du pétrole Brent ont grimpé jusqu'à 92,21 $ le baril. Et voilà que les investisseurs, comme l'écrit Bloomberg, se sont retrouvés partagés entre les craintes d'une escalade et l'espoir d'un règlement qui pourrait permettre la reprise de la navigation à travers le détroit d'Ormuz. Les attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge ont également poussé le marché londonien de l'assurance maritime à élargir la zone à haut risque, en y incluant davantage de côtes adjacentes au port saoudien. Si l'assurance devient plus chère, comme vous pouvez le comprendre, le prix du pétrole augmentera également. Parlons maintenant de ceux à qui cela profite, de ceux à qui cela ne profite pas, et des scénarios possibles pour l'avenir. Pour les États-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite, une démonstration conjointe de force en Irak permet de montrer leur détermination à contenir ensemble les groupes pro-iraniens, mais cela comporte également le risque d'être entraîné dans un conflit plus large et incontrôlable. C'est pourquoi le ministre saoudien de la Défense s'adresse à J.D. Vance pour lui demander de faire preuve de modération. Autrement dit, les Saoudiens comprennent qu'il faut certes montrer les dents, mais qu'il ne faut probablement passer à l'attaque pour de bon, car sinon la guerre s'étendra réellement à un point où il deviendra impossible de la contrôler. La situation exerce une double pression sur l'Iran. D'une part, les attaques contre ses forces supplétives en Irak affaiblissent son réseau d'influence régionale. D'autre part, le contrôle du détroit d'Ormuz reste pour Téhéran le seul levier de pression significatif qu'il utilise de manière sélective. Il autorise toutefois certains navires selon des accords. Pour l'Égypte et la navigation mondiale, l'incident à Damiette crée une nouvelle incertitude. Parce que si le canal de Suez se retrouve réellement menacé par des attaques, la seule route d'exportation sûre qu'il reste à l'Arabie Saoudite sera sérieusement remise en question, ce qui affectera non seulement les acteurs régionaux, mais aussi les acteurs mondiaux du commerce. Imaginez, toute cette partie est tout simplement bloquée, et alors tout le trafic, absolument tout le trafic, devra contourner l'Afrique. Et ensuite, le premier scénario possible, c'est que le conflit reste dans son format actuel, avec ses frappes ponctuelles réciproques en parallèle, mais avec des tentatives diplomatiques infructueuses via Oman, sans retour formel à une campagne à grande échelle. Donc cette trêve qui n'en est pas une continue, les frappes se poursuivent. Le deuxième scénario, c'est que si des incidents comme cette attaque à Damiette en Égypte continuent et sont clairement liés à l'une des parties en conflit, par exemple, si le corps des gardiens de la révolution islamique déclare ouvertement « c'est nous qui frappons l'Égypte », cela pourrait forcer l'Égypte et d'autres pays dépendants du canal de Suez à prendre des mesures supplémentaires pour protéger la navigation, similaires à l'élargissement déjà mis en place de la zone à haut risque en mer Rouge. Dans tous les cas, le prix du pétrole augmentera. Le troisième scénario est que l'escalade pourrait ralentir sous l'effet de la pression diplomatique exercée par les acteurs régionaux eux-mêmes. Tout d'abord, de la part de l'Arabie Saoudite, qui, selon l'appel de son ministre de la Défense à J.D. Vance, est tout aussi intéressé à contenir le conflit qu'à démontrer sa propre puissance. En résumé, pour l'instant, j'utiliserai la terminologie officielle. Un drone inconnu a frappé 2 navires dans le port égyptien de Damiette, près du canal de Suez. Et c'est un fait. Le même jour, l'Arabie Saoudite a rejoint publiquement pour la première fois les frappes américaines contre les forces pro-iraniennes en Irak. Les États-Unis ont repris des frappes aériennes contre des installations du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. Parallèlement,
Le ministre saoudien de la Défense demande aux États-Unis d'éviter toute nouvelle escalade. Les prix du pétrole ont réagi à la hausse. Sur fond de cette incertitude, le conflit, qui a commencé comme une confrontation entre les États-Unis et l'Iran plus Israël, à la fin juillet, implique déjà, comme nous le voyons, l'Irak, le Yémen et l'Arabie saoudite. Cela en plus du Koweït, de Bahreïn, du Qatar et d'Oman, de la Jordanie. Et maintenant, l'Égypte se retrouve elle aussi entraînée dans le conflit. Et pour l'instant, il n'y a même pas l'ombre d'un espoir que la guerre se termine par la voie diplomatique. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.